Bien que je naisse en utilisant déjà des billets de banque pour m'essuyer les fesses, un grand malheur nous attend, toute la famille va périr victime d'une machination. Alors, pour sauver cette maisonnée, j'agite de toutes mes forces mes petits poings potelés pour appeler ma mère à l'aide. Mais qui aurait cru que ma mère pouvait entendre mes pensées? Devenu un bébé, Ellie en main, à cet instant, avait déjà accepté la réalité qu'elle était un nourrisson. Elle découvrit qu'elle avait en fait traversé un livre, devenant l'un des personnages sacrifiables d'un roman qu'elle avait lu autrefois. Il n'avait même pas réussi à entrer dans le premier chapitre. Mort dès le prologue, et de façon tragique. Que faire? Nous sommes tous des sacrifiables dans cette famille. Que faut-il faire pour échapper à ce destin de mort? En entendant sa fille dire que toute la famille allait mourir, Elianchu eut un sursaut et manqua de faire tomber le bébé. Père, dans le tiroir de ton bureau se trouvent de fausses lettres de trahison envers l'ennemi et de complot de rébellion avec la famille de ma mère. C'est ta propre sœur, cette ingrate, qui vient de les glisser furtivement dans ton bureau tout à l'heure. Dans le bureau de la maison de ma mère, il y a aussi des lettres de rébellion cachées dans le vase de l'étagère à bibelot. C'est la nouvelle épouse de mon troisième oncle qui les a placées. Elle est une espionne du deuxième prince, le prince Jing, infiltré dans le manoir du duc de Zeng. Dans une heure, les gardes impériaux vont encercler à la fois le palais de l'Est et le manoir du duc de Zeng pour rechercher les preuves. Pauvre de moi, ce nouveau-né, je vais aussi être enfermé dans la prison céleste. 3 jours plus tard, mon frère Luo sera battu à mort. Et mes 2 pauvres frères aînés aussi. Oh, toute notre famille meurt de façon trop tragique. Il n'y a pas de plus tragique, seulement du plus tragique encore. Toute la famille est maudite à être des sacrifiables. En entendant cette série de plaintes de sa fille, Elianchu fut complètement abasourdi. Qin Yunjin et Elianchu échangèrent un regard. Ils comprirent immédiatement qu'ils pouvaient tous deux entendre les pensées de leur fille. Qin Yunjin, avec une parfaite complicité, prit le bébé des mains de Elianchu et dit « Votre Altesse, si vous avez des affaires à traiter, allez-y. Je m'occuperai de notre fille, soyez tranquille. » Elianchu regarda profondément sa femme, lui lança un regard rassurant. Puis il s'éclipsa discrètement par la porte arrière, se dirigeant vers son bureau. En arrivant dans son bureau, il ouvrit le deuxième tiroir de la table et trouva une pile de lettres. En les déchirant, il vit que c'était bien comme sa fille l'avait dit, toutes des lettres de trahison et de rébellion, au nombre de 17. Il prit immédiatement un pinceau et écrivit une lettre. Il y rapporta ce qu'il avait entendu de sa fille, comme s'il l'avait découvert lui-même. Il appela Anyi et ordonna « Anyi, le temps presse. Tu dois te rendre immédiatement au manoir du duc de Zeng et remettre cette lettre en main propre au duc. Ne la confier à personne d'autre. » Après le départ d'Anyi, il alluma une mèche et brûla ces lettres qui le calomniaient, les jetant dans un bassin de bronze. Il regarda les flammes les consumèrent entièrement jusqu'à n'en faire que des cendres, puis poussa un long soupir de soulagement. Il appela le garde posté à la porte et demanda « Y a-t-il eu un étranger dans le bureau aujourd'hui? Votre Altesse, il n'y a eu aucun étranger dans le bureau. Seule la princesse Anya y est entrée, disant que vous lui aviez demandé de venir prendre quelque chose. Elle n'est pas restée, elle est ressortie en un instant. » Elianchu ne parvenait pas à comprendre comment sa propre sœur, qu'il avait chérie depuis son enfance, pouvait être si cruelle. Elle voulait les anéantir, lui et sa famille. Sa mère était morte en couche en donnant naissance à sa sœur, et son père ne s'était jamais soucié d'eux. Sa sœur avait grandi sous sa protection. Et pourtant, cette même sœur, née de la même mère, le poignardait traîtreusement dans le dos. Il congédia le garde, appela AER. Comme le temps était très serré, il ne lui demanda d'emmener que quelques gardes. Pour transférer discrètement une partie de l'argent hors du palais. Il lui donna quelques instructions sur ce qu'il faudrait faire ensuite, puis la laissa partir. Il ne pouvait pas fuir maintenant avec sa femme et ses enfants. S'il partait, cela confirmerait ses accusations infondées, puisque les fausses preuves avaient été détruites. Il voulait tenter sa chance. Elianchu inspecta de nouveau son bureau, s'assura qu'il n'y avait aucun problème, puis partit. Il retourna à la cour du Huton et vit que sa femme, épuisée par l'accouchement, s'était endormie. Leur fille, les yeux fermés, faisait semblant de dormir. Mais son babillage bruyant ne s'arrêtait pas. En voyant Elianchu revenir, elle s'excita énormément, clignant des yeux vers son père et émettant des sons. « Ah! Papa, fuyons vite. Prends tout l'argent. Ton père sans cœur va bientôt envoyer les gardes impériaux saisir nos biens. Bébé ne veut pas être tué. » Elianchu regarda sa fille aux expressions si vives. Même en fuyant, elle n'oubliait pas de lui rappeler d'emporter l'argent. Il ne put s'empêcher de sourire, se pencha pour la prendre dans ses bras et la berça doucement pour l'endormir. 1 heure plus tard, une grande troupe de gardes impériaux encercla le palais de l'Est. Le palais fut entièrement cerné. Le commandant des gardes impériaux, Shen Wei, mena ses hommes dans le palais de l'Est et, sans ménagement, prit le contrôle de tous, y compris le prince héritier et la princesse héritière. Même les 2 petits-petits-fils impériaux, Elian Jinlan, 8 ans, et Elian Jinsheng, 6 ans, qui venaient de rentrer de l'école impériale, furent également poussés dans la cour du Huton de la princesse héritière. En entrant dans la cour du Huton, Elian Jinlan et Elian Jinsheng virent le bébé Elian main dans les bras de leur père, et leurs yeux s'illuminèrent.
Et Lianshu dit, c'est votre petite sœur, elle s'appelle Nie. Ils s'approchèrent pour voir la petite sœur. Réveillée par le bruit, et Lianmin ouvrit ses yeux encore ensommeillés et jeta un coup d'œil aux deux garçons. Deux jolis petits garçons. Ce sont donc grand frère et deuxième frère, deux petits sacrifiables. Ils mourront encore plus tragiquement que moi. Enfermés dans le donjon du palais de Kuning par la vieille sorcière de l'impératrice douairière, ils seront battus à mort. En entendant soudain la voix intérieure de sa petite sœur, Lian Jinan resta très calme, ne laissant rien paraître. De son effroi ou de sa stupéfaction sur son visage, comme s'il n'avait rien entendu. Et Lian Jinsheng, bien que plus jeune, était futé et malin, doté de 800 tours dans son sac. Personne n'aurait pu déceler le moindre changement sur son visage. Ils comprirent que leur petite sœur avait dû avoir une aventure particulière pour savoir ce qui allait arriver. Aucun des deux ne se demanda pourquoi lui-même serait tué. Ils éprouvaient seulement de la peine pour leur petite sœur, si jeune, et pourtant des méchants voulaient déjà la tuer. Le commandant des gardes impériaux, Shen Wei, instruit par quelqu'un dans l'ombre, savait que les documents étaient cachés dans le bureau du prince héritier. Mais il fouilla personnellement le bureau à plusieurs reprises sans trouver ces lettres. Il chercha même sur les poutres, faillit tout démolir. Le prince héritier déplaisait à l'empereur Qingjuan, il serait déchu tôt ou tard. Shen Wei se rendit chez l'empereur Qingjuan pour faire son rapport sur les résultats de la perquisition. Majesté, Shen Wei pense que la preuve de trahison et de rébellion que j'ai pu trouver a dû être pressentie par le prince héritier, qui les a détruites à l'avance. Au même moment, le commandant adjoint des gardes impériaux, Zhao Jidong, arriva. Ses recherches n'avaient non plus donné aucun résultat. L'empereur Qingjuan ne semblait pas s'en soucier. Puisqu'on n'avait pas trouvé de preuves, on ne pouvait pas tirer de conclusions hâtives. Au manoir du duc de Zeng, le duc et ses trois fils étaient en train de discuter dans le bureau. Le fils aîné, Qin Yanming, était le général de l'armée de cavalerie qui venait de revenir triomphant, commandant 200 000 soldats. Le deuxième fils, Qin Yanzeng, gérait les affaires visibles et invisibles du manoir. Le troisième fils, Qin Yanhui, était considéré par les autres comme un bon à rien, mais possédait quelques talents martiaux et occupait le poste de commandant des patrouilles de la ville. Le duc de Zeng prit la parole, ce qui s'est passé aujourd'hui. Heureusement que le prince héritier a envoyé quelqu'un pour nous prévenir à l'avance, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Qui aurait cru que la femme que nous avons mariée à notre troisième fils serait une espionne? Troisième frère, sans les nouvelles du prince héritier aujourd'hui, ces fausses lettres n'auraient pas été détruites à temps. Notre manoir aurait été accusé à tort. Et toute la famille aurait été exterminée, jusqu'à la 9e génération. Ne montre aucune pitié envers cette femme perfide. Grand frère, je comprends, je vais gérer cela. Le duc de Zeng ajouta, maintenant, espérons seulement que sa majesté ne se méfiera pas de nous à cause de ces affaires infondées. Le lendemain, la vieille Nounoulu, au service de l'impératrice, vint au palais de l'Est avec 4 servantes, disant que l'impératrice voulait voir la petite princesse et qu'elle venait la porter au palais de Kuning. En entendant cela, Lianmin tressaillit. Maman vient d'accoucher, elle est encore en couche et ne peut sortir. Papa est allé voir son père, l'empereur. Je vais aller au palais de la vieille sorcière, ce serait comme tomber dans la gueule du loup. Qin Yunjin sait que l'impératrice n'a pas de bonnes intentions, donc elle refuse de laisser emmener sa fille. Dame Lu, retournez dire à l'impératrice que ma fille vient de naître et qu'elle est trop faible pour sortir. Quand Minuer aura un mois, je l'emmènerai saluer l'impératrice. Elle vient d'envoyer quelqu'un auprès de l'empereur Qingjuan pour informer le prince héritier que l'impératrice a envoyé des gens pour emmener sa fille. Le messager du palais de l'Est attend avec anxiété devant le bureau privé de l'empereur. Et Lianshu est sorti et a vu le petit eunuque. Apprenant que l'impératrice malveillante voulait emmener sa fille, il s'est immédiatement mis en colère et a informé l'empereur Qingjuan que l'impératrice avait envoyé des gens au palais de l'Est pour emmener de force sa fille. L'empereur Qingjuan, d'un ton détaché, dit, alors, amenez-la dans mon bureau. Fuchin, va au palais de l'Est et ramène-moi ma vraie petite fille, je veux aussi la voir. Si l'impératrice veut la voir, qu'elle vienne dans mon bureau. Et Lianshu, bien que mécontent, ne peut rien y faire. Au moins, sa précieuse fille. Dans le bureau privé, elle est temporairement en sécurité. Et Lianmin se réveille dans un environnement inconnu. Un étranger, habillé en eunuque, la tient et franchit une porte. Au secours! Un eunuque kidnappe un bébé. Un eunuque tue un bébé, au secours! Et Lianshu, entendant cette petite voix familière, c'est que c'est sa précieuse fille qui arrive. L'empereur Qingjuan, entendant cette étrange petite voix, scrute rapidement tout le monde dans la salle. Après observation, il constate que personne n'a rien d'anormal. Il pense que ses oreilles ont des problèmes. Voyant le petit bébé dans les bras de Fuchin, comprend immédiatement que cette voix vient de sa petite fille. Même le prince héritier ne réagit pas du tout. Il semble que cette voix soit vraiment entendue seulement par lui. L'eunuque fou porte Lianmin devant l'empereur Qingjuan. Avec un sentiment de curiosité, l'empereur prend la petite fille et la tient prudemment dans ses bras. Voyant maintenant un homme d'âge moyen vêtu d'une robe de dragon,
au visage froid et sévère, avec une aura sinistre. Elle comprend que c'est l'empereur. Et Liang-min, du coin de l'œil, voit son père et se rassure immédiatement. Elle remue ses petites fesses pour se mettre à l'aise et commence à râler, c'est donc ce père indigne de mon père, c'est confirmé. Bien qu'il ressemble beaucoup à mon beau-père. Mais ce vieux bonhomme est vraiment mauvais, il laisse ses méchants calomnier mes parents et la famille de mon grand-père maternel. Toute la famille de mon grand-père a été exterminée, pas un survivant. Ma famille aussi a été tuée par la vieille sorcière de l'impératrice. Moi, il m'a fait jeter par terre pour me tuer. Mes 2 frères, la vieille sorcière les a enfermés dans le cachot du palais Kuning et les a battus à mort. Mon père et ma mère, il les a empoisonnés dans la prison impériale. Et Liangshu, même en entendant pour la 2e fois sa fille raconter la mort tragique de sa famille, est toujours furieux. Bien qu'il soit prince héritier, il sait que l'empereur Qingjuan ne lui transmettra pas le trône. Il n'est qu'un bouclier. Il croit que ses autres frères savent aussi ce qu'il en est. L'empereur Qingjuan entend cela avec effroi, il laisse l'impératrice tuer la famille du prince héritier et exterminer le clan du duc Zheng. Ce n'est pas possible, il n'est pas encore si ignoble. Le petit bébé s'arrête un moment, puis se remet à penser, ce vieux bonhomme ne vivra pas longtemps non plus. Avant de mourir, il regrette d'avoir tué ma famille. Juste avant d'être empoisonné, il apprend qu'il a été un gros pigeon, que le fils qu'il a élevé pour un autre est le principal responsable de la mort de son propre fils. Puis il crache un jet de sang noir et meurt les yeux grands ouverts. Et Liangshu, ma fille, tu critiques même avec des effets sonores, ça suffit. Au fait, qu'est-ce que ma précieuse fille vient de dire? Père impérial a un fils qui n'est pas de son sang, qui est-ce? L'empereur Qingjuan a été complètement déconcerté par ce gros scandale qui lui tombe dessus à l'improviste. Et Liang-min lance un grand regard noir à l'empereur Qingjuan, puis regarde son père. Papa, rentrons, ce n'est pas amusant ici. Ce vieil homme est un gros pigeon qui aime élever les fils des autres. Regarde, même son front brille en vert, et... L'empereur Qingjuan, c'est comme ça qu'on insulte son propre grand-père? J'ai tellement sommeil, bébé va dormir. Le petit bébé bave et s'endort en 1 seconde. L'empereur Qingjuan regarde ce bébé dans ses bras, cette petite fille qui s'endort à moitié, impuissant. Il ne pourra explorer ce petit bouc qu'à la prochaine occasion. Pour voir s'il peut déterrer qui a causé sa perte. Il fait un peu froid, l'empereur, avec une attention rare, prend une de ses capes et enveloppe Liang-min. Il tend la petite fille emmitouflée comme une boule à Liangshu. Prince héritier, ramenez d'abord ma petite fille, attention à ce qu'elle prenne froid. Et Liangshu prend sa fille, regarde l'empereur Qingjuan avec incrédulité. Et sort du bureau privé en la tenant. Une fois Liang-min emporté, l'empereur Qingjuan convoque le chef des gardes de l'ombre, Yuan Kui. Yuan Kui, enquête sur l'impératrice, y compris tout ce qui la concerne depuis plus de 20 ans. Et surveille le prince Jing, rapporte-moi tout de suite s'il y a du nouveau. Sire, à vos ordres. Yuan Kui reçoit l'ordre et part. En regardant les mémorandums sur son bureau, l'empereur Qingjuan a une hypothèse qu'il ne veut pas croire. Le fils qu'il a soigneusement formé n'est pas de son sang. Il espère que ce ne sont que des balivernes de sa petite fille. Au palais Kuning, l'impératrice Shu Manqing a déjà brisé toute une série de porcelaines. Ses yeux rouges et furieux laissent transparaître une lueur froide et malveillante. Il y a quelques jours, elle est allée au temple d'Atom pour prier pour la famille impériale. L'abbé lui a révélé que la grossesse de la princesse héritière était exceptionnelle et qu'elle aurait un grand avenir. L'impératrice Shu a alors conçu l'idée de détruire le palais de l'Est. Elle ne permettra jamais au prince héritier d'accéder au trône, cette place ne peut être que pour son propre fils. Elle veut aussi anéantir le manoir du duc Zheng pour que le prince héritier ne puisse jamais se relever. De retour au palais, l'impératrice Shu et son fils, le prince Jing, élaborent un plan contre le prince héritier et la famille du duc Zheng, et prévoient de le mettre en œuvre immédiatement. La 3e belle-fille du duc Zheng, qui vient d'entrer dans la famille, bien que fille d'un officiel, est aussi une arme secrète préalablement formée. Il n'est pas difficile pour elle de faire des manœuvres dans le manoir du duc Zheng et d'y cacher de faux témoignages. Par contre, au palais de l'Est, les femmes que l'empereur Qingjuan a forcé à donner au prince héritier. Le prince héritier n'en a touché aucune. Le prince héritier, en apparence doux comme le jade, est en réalité froid et distant. Ses yeux ne contiennent que la princesse héritière, aucune autre femme. La seule personne actuellement utilisable est la princesse Anya. Le prince héritier prend grand soin de sa sœur cadette et ne lui refuse rien. L'impératrice Shu sait que la princesse Anya aime son neveu, Shu Zhangji, et qu'elle lui a déjà avoué ses sentiments. Mais la princesse Anya est arrogante et capricieuse, Shu Zhangji la méprise totalement, la considérant comme une bonne à rien. Il la rejette directement. L'impératrice Shu fait venir la princesse Anya au palais Kuning et lui promet que si elle place certaines lettres dans le bureau du prince héritier, après la réussite, elle fera épouser son neveu par la princesse. Les 2 femmes, aveuglées par l'avidité, tombent d'accord. La princesse Anya réussit à placer les faux témoignages. Mais malgré tous leurs calculs, elle ne pouvait pas prévoir l'existence d'une variable comme Liang-min. Leur plan méticuleux avorte. Le soir, Liang-min se réveille, boit du lait, se blottit confortablement dans les bras de sa belle-maman et recommence à jacasser.
Je vais chercher des armes de survie pour papa, maman et mes frères. Toute la famille va boire de l'eau de source et pratiquer les pouvoirs. Une fois papa et les 2 frères partis, j'utiliserai mon esprit pour entrer dans l'espace. Elle commence à choisir des cadeaux appropriés pour sa famille. D'abord, elle prend 2 gilets de protection de dernière génération pour sa belle-maman, résistants aux coups de couteau et aux balles, pour sauver des vies. Ceux pour papa et maman sont de style à col rond et à manches longues. Ceux pour les 2 frères sont des t-shirts sans manches à col rond pour adultes, un peu longs, parfaits à porter comme une robe, on peut les mettre sous les vêtements sans gêne. Et Lianma inspecte l'arsenal de l'espace avec son esprit. Finalement, dans une grande armoire élégante, parmi les armes blanches, elle voit 2 arbalètes de poignet, ingénieusement conçues, capables de tuer d'un seul coup. Elles ont été fabriquées par un célèbre maître armurier, qu'elle a autrefois sauvé. En remerciement, le maître lui a offert 2 arbalètes de poignet, 2 sabres tang, 2 poignards, un sabre miao et une épée de la lune froide. Ces armes blanches sont inestimables, il les chérit énormément. Puis, d'une simple pensée, les objets qu'elle a choisis sortent de l'espace. N'ayant pas bien contrôlé, tout tombe en tas sur le lit, lui tombant dessus et la faisant sursauter. Je vais mourir, ce bébé s'est blessé intérieurement avec ces objets. J'ai failli me faire tuer, ouin. Heureusement, ça n'a pas touché ma douce maman. Qin Yunjing voit sa fille, qui dormait à côté d'elle, couverte d'objets et sursautant, disant qu'elle s'est blessée intérieurement. Paniquée, elle écarte les objets et prend sa fille dans ses bras. Elle voit sur le visage blanc de sa fille 2 bosses sur le front. Sa petite bouche est enflée, ses grands yeux humides sont embués de larmes. En voyant sa fille dans cet état pitoyable, Qin Yunjing pleure de chagrin. Qin Yunjing, voyant que sa fille a récupéré, finit par se rassurer. Faisant semblant de parler toute seule, j'ai dû avoir la vue trouble tout à l'heure. Mineur va bien, comment ai-je pu voir 2 bosses sur sa tête? Puis, regardant l'étrange pile de vêtements et d'armes, elle fait semblant. Je ne sais pas d'où viennent ces choses, elles apparaissent comme par magie, c'est étrange. C'est moi, tout cela est pour mon père, ma mère et mes frères. Ces vêtements sont incassables au couteau, portés en dessous, ils peuvent sauver la vie en cas de besoin. Ces armes ont été forgées par un maître très talentueux, ce n'est pas une vantardise de bébé, elles valent une fortune. Qin Yunjing fit comme si elle n'avait pas entendu, continuant à afficher une expression incroyable. Et Lianma se détendit, heureuse que sa mère ne se méfie pas d'elle. Après avoir vu sa fille se calmer, Qin Yunjing lui donna le sein, puis la tapota doucement pour l'endormir. Et Lianma fit semblant de dormir, son esprit retourna dans l'espace. Tout ce qu'elle avait stocké dans l'espace avant sa traversée se remplissait automatiquement à l'infini. Après la traversée, les objets stockés ne pouvaient plus être remplis. Ce soir, dans la salle, l'empereur Qingjuan siégeait sur le trône, regardant les ministres d'un air grave. L'affaire de trahison du prince héritier doit être résolue par le tribunal de la grande raison dans les 7 jours. Je veux voir quel démon se cache derrière tout cela. Pan Shenggong, le chef du tribunal, fit une grimace en entendant l'ordre de l'empereur. Mais il s'avança d'un pas, salua avec sérieux et promit, « Majesté, je ferai de mon mieux pour trouver le véritable coupable. » L'empereur Qingjuan, voyant que c'était suffisant, déclara, « J'ai beaucoup d'affaires, parlez si vous en avez, sinon levez la séance. » Les ministres quittèrent la salle de la Cour suprême. L'empereur Qingjuan appela Lianshu, « Prince héritier, suis-moi au bureau impérial, j'ai quelque chose à te dire. » Et Lianshu, perplexe, suivit l'empereur jusqu'au bureau. Il ne savait pas ce que ce père indigne manigançait. Sa fille avait dit que son père était un père indigne, donc il devait l'être, elle ne se trompait jamais. L'empereur Qingjuan, rarement aimable, dit, « Prince héritier, je veux beaucoup voir ma petite fille. Demain, à la cour, emmène-la avec toi. » Et Lianshu, surpris, ne savait que répondre, hésitant, « Père, cela ne serait-il pas approprié? Elle n'a que 3 jours, elle ne comprend rien, Si je l'emmène à la cour, je crains les critiques des ministres. Peu importe, je veux juste qu'elle voie un peu plus, qu'elle élargisse ses horizons. » Et Lianshu pensa, « Même toi, tu n'y crois pas. Un bébé de 3 jours a besoin d'élargir quoi que ce soit. » Mais il ne pouvait pas refuser. Craignant de contrarier l'empereur et d'attirer des ennuis. Il répondit donc, « Père, je comprends, demain à la cour, j'amènerai Mineur te voir. Tu peux y aller. » « Oui, je me retire. » En sortant du bureau impérial, Lianshu était encore perplexe, un instant, il laissait le prince Jing et sa bande perquisitionner son palais, l'instant d'après, il voulait qu'il amène sa fille à la cour. Ce père indigne le soupçonnait-il encore de trahison, voulait-il retenir Mineur en otage? Et Lianshu retourna au palais oriental inquiet, mais en voyant sa fille endormie, toutes ses angoisses disparurent. Qin Yunjing, ne voulant pas réveiller sa fille, descendit doucement du lit et entraîna Lianshu vers l'armoire. Ouvrant la porte, Lianshu vit des arbalètes magnifiquement ouvragées et des épées au métal étrange, ses yeux s'illuminèrent. Il demanda doucement, « Yunjing, c'est Mineur qui les a sortis? » « Oui, j'ai vu ces objets apparaître de nulle part. Et ces vêtements, d'après Mineur, sont incassables, on peut les porter comme sous-vêtements. Veux-tu essayer? Est-ce vraiment si miraculeux? »
Et Lianshu dégaina son poignard accroché à la ceinture, coupa le vêtement de protection en plusieurs endroits, mais aucune trace ne resta. Il frappa encore plusieurs fois, la surface du vêtement resta intacte. Les deux, voyant ce résultat, laissèrent éclater leur joie. Ces vêtements étaient vraiment des trésors, capables de sauver des vies en cas de danger. De retour près du lit, ils virent leur fille dormir comme un petit cochon, la bave aux lèvres. Ils se glissèrent silencieusement dans la chambre attenante pour discuter. Et Lianshu informa sa femme de la demande de l'empereur d'emmener Minuer à la cour le lendemain. Qin Yunjing s'inquiéta, une telle chose, aller à la cour, n'était jamais arrivé même pour les princes et les petits-fils quand ils étaient petits. Pourquoi l'empereur fait-il cela? Serait-ce par crainte du duc du palais Zango, pour nous intimider? Pourquoi exiger seulement que tu emmènes Minuer, en ignorant Jingxian et Jingao? Quel est son but? Je n'arrive pas à comprendre. Yunjing, ne t'inquiète pas trop, demain, je protégerai Minuer. De plus, ton père et ton frère aîné seront là, il ne devrait rien arriver. Notre Minuer est si petite, pourquoi s'acharner sur elle? La reine Shu fait cela, ton père aussi. Qin Yunjing dit avec colère. Et Liangmin se réveilla et vit ses parents le regarder avec tendresse. Elle entendit son père lui dire, Minuer, demain à l'aube, tu iras à la cour avec moi. C'est ton grand-père impérial qui l'a demandé, il dit qu'il veut élargir tes horizons. Minuer, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Ce vieux fou, qu'est-ce qui lui prend, de faire travailler un bébé? C'est vraiment trop. Si demain il ne me donne pas d'argent, je volerai tout son trésor. En entendant sa fille parler si imprudemment, Lianshu et Qin Yunjing se regardèrent, impuissants. Et Liangmin, pensant autant qu'elle passerait à la cour demain, ne voulait pas changer sa couche dans la salle. Elle décida de sortir des couches jetables. Les deux parents ne pouvaient pas croire que leur fille, dès sa naissance, apportait même ses propres couches. Quelle fille facile à élever. Après avoir changé la couche, Liangmin se sentit beaucoup plus détendu. Plus peur de mouiller le lit, jeté après usage, très pratique, enfin elle pouvait dormir paisiblement, quel bonheur. Et Lianshu aussi trouva cette chose appelée couche jetable très étonnante. Mais il fallait être prudent en la jetant, pour ne pas éveiller les soupçons avec un objet si étrange, de peur d'attirer des ennuis. Dans l'après-midi, Liang Jingxian et Liang Jingao revinrent de l'école et coururent directement à la cour du Huton pour voir leur petite sœur toute douce. Eux aussi n'étaient que des enfants, mais ils jouaient déjà les petits adultes. Ils entouraient leur sœur et partageaient des anecdotes amusantes de l'école impériale. Et Liangmin avait envie de jeter ce grand-père indigne dans une fosse à merde. Si ce n'était pour ses yeux aveugles et son cœur aveugle, le destin de leur famille ne serait pas si tragique. À l'aube, alors que la lumière pointait à peine, et Liangmin, emmitouflé comme un zongzi, se retrouva déjà dans la salle de la Cour suprême, commençant son premier jour de travail. Elle n'était pas encore réveillée, rêvant d'une délicieuse cuisse d'agneau grillé. Elle avala sa bave, mordit dans le vide, ouvrit les yeux et vit son grand-père indigne qui la tenait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vieux fou? Où est mon père? Où est mon père? Vieux, si tu touches à un seul cheveu de mon père, je te jette dans une fosse à merde. Je m'appelle Liangmin, je ne change jamais de nom, parole d'honneur, je dis que je te jette dans une fosse, pas dans un fossé. L'empereur Qingjuan, irrité par cette petite fille, serra les dents pour ne pas la jeter par terre. Ce n'était pas une vraie petite fille, mais une petite emmerdeuse mortelle. Et Lianshu, debout dans la salle, sentait ses tempes palpiter. Il n'osait pas lever les yeux vers son père indigne, ni vers sa précieuse fille, de peur qu'elle ne se mette à divaguer. Même si personne d'autre ne pouvait l'entendre, elle était nerveuse, sentant que quelque chose clochait. Et Liangmin tourna rapidement sa petite tête, vit son père debout dans la salle, et se détendit. Bon, papa va bien, je suis rassuré. Vieux, aujourd'hui je suis à la cour, tu dois me donner de l'argent tout à l'heure. Vu que nous sommes grand-père et petite-fille, mon salaire ne doit pas être inférieur à celui des ministres ou des chanceliers. Après tout, je suis une petite fille impériale. Au début, l'empereur Qingjuan était en colère contre cette petite fille qui disait n'importe quoi. Mais à force d'entendre, il s'y habitua, et trouva même que ce qu'elle disait avait un sens. D'autres touchent un salaire pour venir à la cour, sa propre petite fille aussi, ça semblait logique. Majesté, actuellement, la sécheresse est la plus grave dans la région de Han, autour de Chengzhou. Il n'y a plus une herbe, les réfugiés affluent vers la capitale et Fuzhou. Sur la route, même l'écorce des arbres a été rongée. Les céréales et l'argent pour les secours du ministère des Finances sont prêts. Maintenant, qui envoyer à Chengzhou? Veuillez décider, Majesté. Disait Guangji, ministre des Finances. L'empereur Qingjuan parcourut la salle du regard, s'arrêtant sur le prince héritier Lianshu. Vieux, qui veux-tu envoyer? Ne compte pas sur mon père. Si tu oses envoyer mon père, je te mords fort. Non, je vais faire mordre par tous les chiens de la capitale. Cette mission est mortelle. Le riz est moisi, mélangé à du sable, l'argent a été remplacé par des cailloux. C'est ce salaud de Lianjin, en collusion avec le vice-ministre du Trésor, Wen, qui a fait le coup.
Les céréales et l'argent des secours ont déjà été détournés par le prince Jing avec Wen. Une rage monta en lui, mais il la réprima immédiatement. Il ne pouvait pas révéler qu'il entendait les pensées de sa petite fille, sinon cette petite emmerdeuse deviendrait méfiante et il ne pourrait plus l'entendre. L'empereur Qingjuan dit d'une voix calme, que le prince Jing et le vice-ministre Wen aillent ensemble. Si cette mission échoue, à leur retour, ils seront décapités en prison. Son plan était de les faire d'abord restituer ce qu'ils avaient volé, puis de les punir. Super, grand-père indigne pas mal. Alors je vais prendre un peu d'intérêt. Aujourd'hui, au nom du ciel, je vais d'abord frapper ce fléau. L'empereur Qingjuan et Liangshu ne comprirent pas tout de suite ce que leur petite fille voulait dire. Puis ils entendirent le tonnerre gronder, et un éclair tourna dans la salle de la cour suprême. Oui, l'éclair avait fait un détour pour entrer, frappant directement Lianjin. Le cri de douleur s'arrêta net, accompagné d'une odeur de brûlé. Les ministres, regardant le prince Jing noirci au sol, ne savaient que faire, encore sous le choc. La poitrine de Lianjin se soulevait légèrement, de la fumée noire sortait de sa bouche. Le majordome Fu réagit le plus vite, envoyant immédiatement chercher le médecin impérial. Parmi les présents, seul l'empereur Qingjuan et Liangshu savaient qui était responsable. Après tout, ils avaient clairement entendu ce qui venait de se passer, et pour la première fois, ils voyaient un éclair capable de tourner pour trouver sa cible. Le coupable bâilla confortablement dans les bras de l'empereur Qingjuan, l'air adorable et innocent. « Vieil homme, tu as vu ma puissance? Ne t'inquiète pas, ton fils bâtard ne mourra pas pour l'instant. J'ai décidé de leur offrir un pack de foudre pour toute la famille. Il faut un peu de temps pour bien réfléchir. » En voyant son faux fils, à moitié mort après avoir été frappé par la foudre dans la salle, l'empereur Qingjuan avait des sentiments mitigés. C'était le fils qu'il avait le plus estimé, et aussi celui dont sa petite-fille disait qu'il l'empoisonnerait un jour. En pensant que la reine Shu, qu'il croyait être une épouse vertueuse et une mère aimante, était en réalité une femme avide et malveillante, et que ce faux fils qu'il avait chéri avait failli ruiner la famille de son fils biologique, l'empereur frissonna de peur rétrospective. Les médecins impériaux Liu et Li, de service à l'Académie impériale de médecine, ayant appris que le roi Jing avait été frappé par la foudre, arrivèrent à la salle du trône, terrifiés par un incident si grave. Après tout, quiconque est frappé par la foudre céleste, même s'il survit, est réduit à l'état de ruine. Le roi Jing était le fils le plus estimé de l'empereur. La colère d'un souverain peut faire des centaines de milliers de morts, la moindre erreur leur coûterait la tête. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans la salle, la scène semblait étrange. L'empereur, assis sur son trône comme s'il n'était pas concerné, tenait dans ses bras ce qui ressemblait à un nourrisson emmailloté. Les ministres se tenaient là, hébétés. Le roi Jing, noirci et dégageant une odeur de brûlé, gisait pitoyablement sur le sol. Seuls quelques ministres s'affairaient autour de lui, désemparés. Les médecins Liu et Li s'empressèrent d'examiner. Après l'examen, le médecin Liu, les sourcils froncés, rapporta à l'empereur Qingjuan. Une fois le roi Jing emporté, la salle redevint comme si rien ne s'était passé. L'empereur Qingjuan dit au ministre des Finances, Zheng Guangqi, puisque le roi Jing a eu cet accident, que le prince héritier y aille. Prince héritier, avant de partir, vérifiez tous les approvisionnements et les fonds avec le ministère des Finances. Pour éviter toute erreur. Et Liangshu répondit, votre sujet obéit à votre décret. En entendant cela, l'assistant du vice-ministre des Finances eut les jambes tremblantes. Maintenant que le roi Jing est entre la vie et la mort, tous les approvisionnements et fonds sont entre ses mains. Où pourrait-il les remplacer? À cet instant, il préférait avoir été frappé par la foudre lui-même. La petite tête de Lianmin, qui venait de lancer la foudre, était somnolente. Dans son rêve, il y avait du porc braisé. Elle s'endormit rapidement en bavant. L'empereur Qingjuan regarda la petite disputeuse dans ses bras et dit à l'eunuque Fu-Shin, va à la trésorerie du palais prendre 100 taels d'or et 10 perles lumineuses, et envoie-les à Minuer au palais de l'Est. Votre vieux serviteur va s'en occuper. Et Liangshu, même après être rentré au palais de l'Est avec sa fille, avait l'impression d'être dans un nuage, son vieux père avait changé. Tout à l'heure, il semblait indifférent face au sort pitoyable de Lianjin, frappé par la foudre. Avait-il découvert quelque chose? Bientôt, la récompense de l'empereur arriva au palais de l'Est. Et Liangshu et Qin Yunjing placèrent tous les plateaux d'or et de perles lumineuses dans le lit, à côté de leur fille qui rêvait de porc braisé. Ainsi, quand elle se réveillerait, elle verrait immédiatement la récompense de son grand-père impérial. Et Liangshu se rendit chez le ministre des Finances Zheng Guangqi et lui demanda d'envoyer quelqu'un pour l'accompagner inspecter les céréales et l'argent destinés au secours. Le ministre Zheng envoya l'assistant distrait Lang et l'officier principal du ministère. Yuanzhang accompagna le prince héritier pour l'inspection. 1 heure plus tard, l'assistant Lang se prosterna en pleurant, parmi tous les grains de secours, seuls quelques sacs étaient bons, destinés à faire face aux inspections. L'assistant Lang et les fonctionnaires impliqués furent rapidement arrêtés. Sous la torture, l'assistant Lang avoua tout. Toutes les personnes impliquées furent capturées, à l'exception du roi Jing,
hospitalisé et pas encore hors de danger. On découvrit aussi que le roi Jing et la reine Shu avaient conspiré avec la princesse Anya pour piéger le prince héritier. Le chef de la cour suprême se rendit immédiatement au palais pour rapporter à l'empereur Qingjuan. Apprenant la vérité, l'empereur Qingjuan ne fut pas surpris, il avait déjà entendu l'histoire de sa petite fille. Mais il n'aurait jamais imaginé que la princesse Anya infligerait une telle trahison à son frère de même mère qui avait toujours pris soin d'elle. Il ordonna alors à la cour suprême de perquisitionner le palais du roi Jing et d'emprisonner tous ses occupants. La princesse Anya fut assignée à résidence pour 1 an. La reine Shu, dans le palais Kuning, ayant appris la terrible nouvelle que son fils avait été frappé par la foudre, se précipita à l'Académie impériale de médecine. Elle vit son fils inconscient et fut accablée de chagrin. En moins d'une demi-journée, la nouvelle arriva que le palais du roi Jing avait été perquisitionné et ses occupants emprisonnés. La reine Shu sentit le ciel s'effondrer. Se prévalant de la faveur de l'empereur Qingjuan, elle se rendit à son bureau pour lui demander d'annuler les accusations contre le roi Jing. Sinon, toutes ses manœuvres de tant d'années seraient vaines et elle perdrait la partie. La reine Shu s'agenouilla devant le bureau impérial pour demander audience, mais après plus de 3 chichans, environ 6 heures, elle ne fut pas reçue. De temps en temps, des passants la montraient du doigt. La reine Shu, toujours hautaine, ne put supporter une telle humiliation. Sous le coup de la rage, elle s'évanouit. Un jeune eunuque entra immédiatement dans le bureau pour rapporter. L'empereur Qingjuan ordonna directement que la reine Shu soit enfermée dans le palais froid, ainsi que la princesse Mingzhu, qui semblait indifférente. Les gens du palais Kuning furent envoyés au bureau des châtiments. La princesse Mingzhu, refusant d'être ainsi enfermée dans le palais froid, se mit à insulter et à maudire violemment. Aussitôt, plusieurs eunuques la plaquèrent au sol, la ligotèrent sous les yeux de tous et la traînèrent au palais froid. Autant elle avait été favorisée auparavant, autant elle était maintenant pitoyable. Tout le palais comprit que la reine Shu était finie, car l'empereur les avait rejetés, elle et ses enfants, comme des chaussures usées. Il était presque impossible de se relever. À ce moment, sur le bureau de l'empereur Qingjuan se trouvait le rapport d'enquête du chef des gardes de l'ombre, Yuan Kui. Le contenu était identique à ce que sa petite-fille avait dit, les 2 enfants de la reine Shu n'étaient pas les siens, mais ceux du maître du royaume, Fu Tianhui. Ainsi, la reine Shu agissait toujours sans crainte dans le palais, même si elle provoquait un énorme problème, le maître du royaume l'aiderait à nettoyer. Cependant, le maître du royaume n'était pas apparu depuis 3 ans, et on ne pouvait pas savoir où il était allé toutes ces années. On savait seulement qu'il n'était pas du royaume de Cheng. Personne ne connaissait ses origines. Venait-il de ce royaume mystérieux et puissant? L'empereur Qingjuan tomba dans ses pensées. Et Liang Min se réveilla de son beau rêve et vit les récompenses à côté d'elle. Ouakaka. De l'or, beaucoup d'or, et des perles lumineuses. Je suis riche, je vais être riche. Pas besoin de deviner, c'est sûrement de mon grand-père impérial. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si avisé. Vu ces bonnes choses, je l'aiderai si quelque chose arrive plus tard. Et Liang Shu, après avoir inspecté l'argent et les grains de secours, en entrant, entendit les paroles de sa fille avide d'argent, ce qui le fit rire et pleurer à la fois. Maintenant, il devait simplement superviser le transport des approvisionnements pour les secours, et pour la confiscation des biens, ce n'était pas à lui de s'en mêler, il devait juste attendre des nouvelles. Dès que le ministère des Finances aura rassemblé les provisions, il partira pour Changzhou. Et Liang Shu raconta à sa femme ce qui s'était passé aujourd'hui. Et Liang Min dressa ses petites oreilles, écoutant attentivement. C'est fini, mon père ne reviendra pas cette fois-ci. Dans la montagne d'Aqin sont cachées 20 000 troupes privées du roi Jing, destinées à détruire ses provisions qui ont déjà été substituées. Pour créer l'illusion d'un pillage par des bandits de montagne et effacer les traces de son détournement, faisant croire que l'argent et les grains avaient été volés. Les grands yeux de Liang Min s'écarquillèrent, clignant sans cesse. Papa, emmène-moi vite. Je peux me débarrasser de ces gens. Je peux les foudroyer tous avec des éclairs. Même s'ils ne meurent pas, ils en perdront la moitié de leur vie. J'ai spécialement pratiqué cette technique au pôle Nord. Ce n'est pas une vantardise, l'effet est excellent. Une vaste étendue de neige a été fendue par mes éclairs, créant une terre qui a dérivé. Même moi, je trouve cela magique. Ne vous inquiétez pas pour ma nourriture, j'ai du lait en poudre à volonté, je n'aurai pas faim. En pensant à cela, Liang Min utilisa son esprit pour laver un biberon dans le supermarché de son espace et se prépara un biberon de lait. Ensuite, Liang Shu et Qin Yunjin virent apparaître un biberon devant leur fille, elle l'attrapa prestement et but au biberon. Ils s'émerveillèrent des capacités de leur fille. Pour pouvoir accompagner au secours, Mineur s'est vraiment donné à fond. En même temps, ils étaient émus par la piété filiale de leur fille, prête à révéler sa différence pour sauver la vie de son père. Ils étaient persuadés que leur fille était une fée descendue sur terre pour subir une épreuve. Et Liang Shu et sa femme savaient qu'ils pouvaient tous deux entendre les pensées de leur fille, mais n'osaient pas révéler ce secret de peur de lui nuire. Faisant semblant de ne pas savoir, Liang Shu dit à sa femme, Yunjing, je veux emmener Mineur avec moi à Changzhou. Aujourd'hui, dans la salle, j'ai vu Liang Jin renversé par la foudre, je pense que c'est notre Mineur qui a fait cela. Je devine qu'elle veut m'accompagner à Changzhou.
Qin Yunjing fronça légèrement les sourcils, réfléchit un instant et dit, « Monseigneur, Mineur est encore petite. Je vais venir avec vous à Shanzhou pour être rassuré.